Bon, eh bien, bonjour à tous. Je vais partager mon écran pour qu'on commence la réunion. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Ouais. C'est vrai qu'il y a des... Ouais. Je vais essayer peut-être de couper ça. Voilà, donc moi je suis ravi qu'on soit réunis aujourd'hui. On est réunis pour le lancement du projet, leplaneur.fr. Moi, ça va faire peut-être 15 ans que j'anime une communauté de planeurs stratégiques en France et j'ai souhaité donner une nouvelle dynamique et on a préparé ce projet à plusieurs et c'est work in progress. Vous allez voir on va vous présenter là où on en est et voir ce dont vous avez besoin, ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc, dans cette réunion qui va durer 1 heure et demie, et en tout cas une bonne heure sur ces slides et une demi-heure à la fin d'échange, et peut-être un peu pour apprendre à se connaître. On va vous dire qui nous sommes, l'ambition de ce projet, on va vous proposer de mener une enquête. On a regardé différentes initiatives autour de notre métier en France et dans le monde. On va rentrer dans les détails du projet tel qu'on l'a pensé jusqu'à présent et faire une première ébauche, tirer des premières hypothèses de business économique. Je laisse tout le monde se présenter dans la petite équipe qui s'est formée ces dernières semaines. Willem, peut-être tu commences? Je voulais te dire, je ne sais pas si tu sais, mais tu n'es pas en plein écran sur tes slides. En tout cas, pour moi, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. Mais sinon, en dehors de ça, merci. Je m'appelle Willem. Je suis aussi planeur strat ou consultant en stratégie de marque, selon comment on l'appelle. La plupart de ma carrière a été faite à l'étranger, même si j'ai grandi à Paris. J'ai commencé en tant que planeur strat dans une agence à Londres et j'ai eu l'opportunité de bosser pour plein d'agences et vécu à Londres, Singapour, Chicago. Donc, j'ai bossé avec des clients un peu partout dans le monde et je suis rentré à Paris fin 2019. Et voilà, donc je sais que j'ai toujours énormément de plaisir à partager avec d'autres planeurs strat. Donc, c'est pour ça que ça m'a intéressé de rejoindre ce projet. Et voilà, je passe Julie? la main à Julie. Ouais. Bonjour, moi donc je m'appelle Julie Delman. Je suis un peu le profil un peu plus atypique dans l'équipe. J'apporte j'ai un œil extérieur et je suis dans l'aventure parce que ça m'enrichit et que j'apporte un œil différent. Mon parcours, c'est une vingtaine d'années dans les agences de publicité où j'ai principalement été traffic manager, donc ça n'a rien à voir. Après, si je suis là, c'est parce que depuis 2 ans, je suis en évolution. Voilà, j'ai repris des études et j'avoue que la stratégie de marque m'intéresse beaucoup. C'est comme ça que j'ai pris contact avec l'équipe et qu'on a fini par se connaître. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et oui, dans la prospective quand même. Voilà, et je suis aussi pas mal intéressée par la prospective, effectivement. Et Laure ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Voilà, Laure est planning strat, mais à San Francisco, où elle va nous apporter son point de vue parce qu'elle a l'expérience effectivement du travail à l'étranger, mais surtout auprès des entreprises. Et c'est ce point de vue-là qu'elle va nous apporter, qu'on vous présentera un peu plus tard. En vidéo. Nous avons fait une petite vidéo Voilà. hier. Voilà. Il y a un décalage horaire et de voilà. Ouais, San Francisco, là, on est vraiment l'opposé. Thomas? Enchanté, Thomas Codet. Moi, j'ai d'abord fait de l'agence pendant 17 ans et j'ai créé avec des experts de la gestion et de l'intermédiation qui ont d'abord officié dans l'IT, en fait, une plateforme qui s'appelle Externid et qui sert en fait à administrer et gérer toutes les prestations intellectuelles. Donc, c'est naturellement que on s'est retrouvé avec Jérémy sur cette solution, on va dire, très pointue autour du planning stratégique, puisque ça rentre en fait dans tous les métiers qu'on est à même de porter, de sourcer et d'intermédier avec nos solutions. Voilà.
Donc moi, j'avais créé il y a très longtemps, je crois en 2008, un collectif de planeurs stratégiques autour d'une marque qui est Pourquoi tu cours. Donc moi, c'était un surkiff voilà, d'avoir des planeurs strat et de les faire travailler en direct avec les marques. Et, et on a travaillé sur l'idée, c'était de les faire collaborer. Et ça a été un sacré challenge que de faire collaborer des planeurs stratégiques. J'ai créé des communautés de planeurs stratégiques et que, autant que possible, j'essaye d'animer et de nourrir, en tout cas avec un event que j'ai tenu tous les ans. Donc, on a le club du planning stratégique sur Facebook et qui s'appelle différemment. Hein, voilà, ça arrive. Sur LinkedIn, c'est la veille du planeur stratégique. Et sinon, j'ai un blog qui s'appelle Le Vide Poche. Voilà. Et maintenant, je suis dans une entreprise qui s'appelle SBT Humans Matter et je découvre le design cognitif. Je pourrais vous en parler. Voilà, j'ai envie de donner une nouvelle dynamique donc, à cette communauté de planeurs stratégiques en France avec vous. L'ambition. Donc, voilà, on est parti d'un constat où on a la sensation, et moi aussi, vu de l'extérieur, que le planning stratégique, c'est un métier méconnu. Et avec la problématique le constat de comment revaloriser le planning stratégique, alors qu'il n'a jamais été aussi nécessaire pour les entreprises de créer de la valeur et mobiliser les parties prenantes et d'avoir une réflexion sur le long terme. On a donc cette sensation qu'effectivement, peut-être ce besoin de valoriser cette profession, et avec effectivement cette impression qu'on n'en a pourtant jamais eu autant besoin qu'actuellement. Et la solution serait, à nos yeux, de démocratiser le planning stratégique par différents billets. Donc, c'est l'objectif de la plateforme qu'on veut développer. Donc, c'est de mieux faire comprendre aux entreprises les bénéfices que notre métier peut leur apporter. De faciliter aussi, notre but est de faciliter la mise en relation planeur et entreprise. Et troisième point, c'est de constituer un esprit solidaire et d'échange entre nous par la création d'un collectif. Voilà, ce qu'on disait, un échange d'idées, de projets, un esprit solidaire. Et de ce point de vue-là, déjà, par rapport à ce constat et de ce sentiment, déjà d'avoir votre point de vue, est-ce que vous partagez ce même point de vue que nous, quoi. Donc, je pose la question à vous tous. C'est une question ouverte. Et puis aussi, j'avais aussi une question. Je ne sais pas si parmi nous, il y a aussi des entreprises peut-être qui sont connectées à nous aussi pour avoir leur point de vue, pour avoir le point de vue, on va dire, de l'autre côté de la barrière. Ça serait intéressant d'avoir tous les points de vue. Donc, je ne sais pas qui veut parler. Je vais me lancer. Si ça peut encourager d'autres, mais effectivement, je pense que ce sont des constats qui sont largement partagés par l'ensemble du planeur, même à l'international, depuis plusieurs années. Je sais pour ma part qu'au sein même de l'agence pour laquelle je travaille aussi, en fait, j'essaye de faire bouger un peu aussi cette vision du planeur qui est devenue tellement servicielle en agence, qui est l'écriveur de slides, de belles slides, et qu'on mobilise de moins en moins finalement. On les mobilise toujours sur du concept, du briefing évidemment, de moins en moins sur des considérations stratégiques plus larges, plus liées au business, que ce soit les business des agences par exemple, mais aussi les business de nos clients. Donc c'est vrai qu'il y a toute une valeur de ce métier à revaloriser un peu sur tous les fronts. D'accord. Merci Charlène. Je suis obligé d'avancer un petit peu dans les slides malheureusement parce que Willem doit partir à 30. Willem, tu veux nous parler de cette belle idée que tu as eue de lancer une enquête ? Oui, absolument. Donc, je vais parler en deux temps, en fait, déjà d'une enquête et quelques autres initiatives, qui est une des raisons pour lesquelles on est en train de parler d'une potentielle enquête et que je me suis dit, pourquoi pas le faire ici. Il y a eu pas mal d'initiatives dont je vais parler ensuite, de faire des enquêtes et sondages et en fait, simplement de démarrer par, écoute, si on veut faire une initiative sur les planeurs stratégiques ou
et qu'il y a quelque chose qui est mal compris ou il y a une opportunité qui est là, pourquoi pas commencer par appliquer notre métier sur nous-mêmes et auquel cas se renseigner et démarrer une recherche. Et donc là, on ne va pas faire l'enquête en direct, hein, mais c'est déjà pour vous solliciter, commencer à dire, il y a cette idée de faire un sondage. Bien évidemment, on sait qu'une des choses qui nous intéresse particulièrement ou qui est forcément d'intérêt pour beaucoup, ça va être les niveaux de salaire, ça va être les niveaux de paiement ou de fees, de toujours en freelance ou autre moyen de gagner leur vie. Hein. Mais d'autre part, quelles peuvent être les autres attentes? Donc ça, on voulait nous assurer de vous poser la question, quelles autres questions est-ce qu'on pourrait poser à la communauté des planeurs stratégiques francophones? D'ailleurs, est-ce qu'il s'agit de la France ou est-ce qu'il s'agit de toute la francophonie? C'est une question intéressante, d'ailleurs, je trouve. Quel genre d'approche, quel genre d'outils est-ce qu'on pourrait utiliser pour le sondage? Donc, nous, on a des idées, bien évidemment, hein, mais s'il y a d'autres éléments que vous pensez seraient clés ou importants à poser comme question, je serais ravi d'avoir votre participation pour le connaître aussi. Et déjà, est-ce que vous seriez intéressé à répondre à un sondage tout simplement, quoi, y participer déjà? Je pense qu'on peut passer Peut-être un ou deux retours. Il Ouais, y a sur Heather le qui avait fait chat. ça à un moment donné. J'allais en parler en fait sur les initiatives, mais effectivement, juste pour parler des genres de personnes qui ont fait ça avant, Heather Lefevre, comme elle aime prononcer son nom Lefebvre, comme nous on le prononcerait, est une planeuse que certains ont peut-être déjà entendu parler, qui pendant 10 ans en fait, hein, elle avait démarré un sondage qui a fait boule de neige et sur les dernières éditions, j'avais rejoint son équipe pour l'aider à gérer toutes les données parce qu'il y avait entre 2500 et 3000 personnes qui répondaient par année. Donc, il y avait énormément de données à gérer et c'était que des planner strat et donc, il y a une communauté qui s'est créée autour. Donc, c'était un peu dans cette idée-là. Donc, elle a arrêté. Depuis, il y a quelques autres personnes qui en ont fait. Donc, vous êtes peut-être familier avec le groupe de Mark Pollard qui est Sweathead, où il y a plus de 16 000 personnes. Ce truc-là, il a démarré en 2018 et c'est devenu déjà la référence internationale pour tout ce qui est réflexion stratégique. Donc, ça va au-delà du planeur de l'agence. D'une meilleure manière que de genre l'APG, qui a aussi récemment lancé un nouveau rapport. Je vais passer à la slide initiative, alors attends. Ouais, c'est pour ça que Allez, c'est parti. Les initiatives. Je t'ai dit que j'allais partir là-dessus. La suivante, du coup. Ah, zut. Ah non, ça doit être juste avant, en principe. J'arrive à… Bonjour, je m'appelle Laure Thibault. Il faut que je revienne. J'arrive pas à… J'ai un petit problème de slide. Bonjour, Ça arrive. Voilà, donc le 2015-2016, c'est le dernier Strategy Survey que Heather a fait et que je l'ai soutenu là-dessus. Sinon, là, en avril, ce mois-ci, hein, donc l'APG, qui est la référence anglaise et internationale pour tout ce qui est account planning, mais surtout vraiment en agence. Pas que, mais c'est traditionnellement l'agence et l'industrie de la com qui finance l'APG. Qui ont eu aussi exactement, les 337 personnes qui ont été interrogées ont eu exactement le genre de sentiment dont on a parlé très très vite et que Charlène vient de mentionner. Donc il y a déjà ce besoin dont on parle qui a eu, et c'est pas nouveau, hein, que pas mal de planeurs strat se sentent occasionnellement soit en agence ou en freelance, se sentent isolés, qu'on a un besoin, ça fait partie de notre métier d'être curieux, d'avoir énormément d'informations, d'assimiler beaucoup d'informations, mais aussi de pouvoir dialoguer avec d'autres, soit pour avoir des informations d'autres secteurs d'activité, d'autres types de clients, ou simplement échanger et créer des nouvelles idées. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours apporté énormément, et c'est même grâce à ce genre de rencontres que j'ai pu créer ma carrière dans le planning strat, en fait, parce que j'avais fait une pause, j'avais démarré en tant que graphiste, et après j'ai été coach, et je voulais revenir dans l'industrie, mais je ne savais pas comment. Et c'est grâce à des gens que j'ai rencontrés qui, de fil en aiguille, m'ont donné une opportunité, quoi. Et j'ai énormément de plaisir. C'est toujours des profils et des gens qui ont tendance à être vraiment très intéressants. Donc, j'ai toujours plaisir à partager, à discuter avec des planeurs strat. Donc, on a ce genre de communauté. Donc, il y a ce genre de sondage. Et puis, vite fait, on voulait parler un petit peu de ce qui se fait ailleurs. Donc, il y a eu une des premières qui était le Planner Sphere, qui est un dépôt d'informations en wiki, qui est un peu mort, mais qui a déjà il y a toujours une masse d'informations très précieuses. Il y a Sweathead, il y a ces autres genres de communautés qui se créent autour d'une personne centrale. Donc, il y a Mark Pollard avec Sweathead. À l'époque, le Strategy Survey, c'était aussi c'était un peu autour de Heather à l'époque. Et là, on a ce genre de groupe qui arrive à se maintenir parce qu'il y a une personne centrale au milieu
et qui, à un moment donné à un autre, risque d'essayer de monétiser son audience. Donc, par exemple, Mark Pollard avec Sweathead a créé des cours avec un abonnement où on peut s'abonner. Tous les planners strat peuvent aller s'abonner pour faire des cours. Donc, bon, ça, c'est un modèle qui existe. On a aussi des modèles plus pour les freelances qui existent, qui sont des partages ou des plateformes de freelance, soit littéralement comme Fiverr ou comme Freelance ou comme Malte en France, où on a notre profil, il y a des gens qui cherchent, etc. Où on a des profils comme Acracy, qui sont un petit peu un espèce d'hybride entre une agence de recrutement chasseur de tête, mais qui se veulent aussi être une communauté, mais qui viennent de l'industrie de la communication, donc qui connaissent un peu mieux, et là qui sont français plutôt. On a aussi du côté des consultants, donc plutôt du côté du conseil et consulting, parce que ça nous intéresse aussi, parce que je pense, enfin, nous, on est ouvert sur la question, mais je pense qu'il y a possibilité pour que le métier évolue, qu'on puisse aller directement travailler en tant que consultant chez les entreprises, plutôt que d'être seulement dans le secteur de la communication ou dans le monde des agences, même si c'est un monde que j'adore. Et donc, c'est intéressant d'aller voir ailleurs. Donc, si vous n'avez pas entendu parler du Yak Collective, qui est sorti l'année dernière aussi, qui est un groupe sur Discord, et que là, c'est des consultants en stratégie indépendants. Et c'est un groupe un peu chaotique qui a été lancé par un consultant qui s'appelle Venkatesh Rao. Et là, ils ont sorti des slides, mais vraiment fascinantes, sur plein de choses qui se passent dans les tendances, et qui sont en train de tester des nouveaux modèles, de voir comment est-ce qu'ils pourraient bosser ensemble, aussi avec cette intention qui a été menée par plusieurs groupes sur les années, d'essayer de faire cette idée de mission impossible où on va réunir les meilleurs indépendants ensemble pour constituer un projet. Mais comme Thomas va nous en parler tout à l'heure, il y a aussi des questions logistiques qui se présentent derrière. Donc voilà, donc ça c'est un tour d'horizon. Et en France, on a des choses comme, moi je peux m'en parler, je connais plus l'international, mais il y a des idées comme Upper Late, comme Offworks, dont on va parler un petit peu plus tard. Et une des idées principales à échelle locale, en fait, que Laure est venue avec son idée, c'est les Bay Area Strategists, ou alors avec genre, parce qu'il y a les Ladies Who Strategize, qui sont un groupe de communauté pour tous les femmes et les gens qui se identifient comme féminins et non-binaires. Donc, c'est un groupe de discussion pour toutes les femmes et stratèges, pardon. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Oui, il y a Groupthink à Londres aussi qui organise des événements. Et il y a pas mal de… Sinon, les événements de commune. Donc, on a d'un côté les choses qui sont un peu plus recrutement, chasseur de tête, organisation d'une dream team autour d'un projet. Ou alors, on a plutôt des choses qui sont un peu plus communautaires, qui soit sont centrées autour d'une personne, un peu comme Mark Pollard, ou soit sont parce qu'il y a un groupe de gens qui n'avaient pas grand-chose à faire, mais une fois qu'ils sont occupés, ça s'essouffle au bout d'un moment. Donc voilà, donc on est en train de regarder tous les idées différentes. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Il y a le détail de tout ça dans le Ouais, support que je vous ai mis là. Je vous ai mis, normalement, le planner.fr fonctionne. Et il y a deux supports. Dans les deux, vous avez les slides de Willem dans le détail pour revenir ouais. sur tous ces super exemples. Avant de passer à Laure, qui va nous expliquer ce qui se passe sur la Bay Area, qui est en vidéo. Thomas, tu veux nous donner un petit mot sur Offworks, sur… Hop là, je rétablis mon audio. Non, c'est amusant parce que tu parles d'Offworks au moment où je crois que c'est Eric qui s'en va en disant restons en contact, je suis très intéressé par l'aspect communautaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après le point que vient nous faire Willem, la question se pose du rôle qu'on attribue au planeur stratégique. Et c'est vrai que la relation qu'il y a entre le planeur aujourd'hui, qui a été décrit par Florence quand elle arrive, c'est celle d'une ressource qu'on active quand on est une agence. En fait, on se rend compte que beaucoup de boîtes, notamment parmi les plus gros comptes, commencent à internaliser des formes d'in-housing. On voit des nouvelles plateformes d'intermédiation qui permettent d'activer des attelages, des équipes pour des projets ad hoc. Donc, c'est Upwork, c'est Acracy, c'est toutes les plateformes qui se lancent aujourd'hui. Il y a Upper Lake, il y a Justement, là, qui a été lancé par Pascal Grégoire. Se pose la question effectivement du rôle du planeur stratégique. Et comment on intègre ce profil-là, qui est un profil si particulier et pourtant si essentiel, dans une logique qui ne soit pas celle forcément d'une fonction support au service d'une écriture d'un brief,
Alors qu'aujourd'hui, d'autres acteurs comme les Accenture, Capgemini et les grands comptes, les grandes ESN arrivent à rentrer justement par des logiques beaucoup plus proches de la direction générale des boîtes que par leur rapport à la communication et au produit qui est vendu. Donc se pose la question aussi de la définition du planeur stratégique, de ce que ceux qui font ce métier-là ont envie qu'on interprète, et comment on le positionne, comment on le vend et comment on le place au bon endroit. Et on est tous convaincus, en tout cas dans l'équipe qui a monté cet atelier-là, de l'intérêt du planning stratégique et encore plus dans les années à venir avec les enjeux de RSE, de projection sur le long terme et cette espèce de jonction qu'il y a entre l'ancien monde et un nouveau monde, mais également par rapport à tous ces sujets en fait, de consommation, presque de snacking, de communication auxquels se donnent les marques en ce moment, du réseau social par-ci, par-là, des prods par-ci, par-là. Et au final, le planeur stratégique va certainement, et en tout cas ceux qui le feront auront raison, aura ce rôle justement de liant à la fois entre toutes les divisions d'une entreprise au service d'une vision de marque et également d'une connexion entre le passé de la marque et ses différentes phases de vie. Et là, on pense évidemment à des boîtes comme les startups qui aujourd'hui se lancent, on en riait hier avec Laure, avec les mêmes types de logos, les mêmes types de com, le même SEO, la même expérience utilisateur. À la fin, la seule variable qui reste pour un paquet de boîtes comme celle-là, avant qu'elle se fasse racheter ou après qu'elle se fasse racheter, c'est la valeur fonctionnelle qui est attaquable pour que le prix d'entrée techno soit faible, et le prix. Or, la marque, on le sait bien, est quelque chose d'extrêmement important. Donc, beaucoup parient sur le retour de la marque. Moi, je fais partie de ces gens-là, même si aujourd'hui, j'anime une plateforme et des solutions de gestion d'intermédiation. Mais la marque sera un élément important. Alors, dans ce paysage-là, ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est que les gens qui sont là aujourd'hui offrent aussi leur vision et leur vision à la fois de leurs attentes, même si Willem veut faire une enquête, on peut déjà entendre et écouter un petit peu ce que vous avez à dire sur c'est quoi le problème aujourd'hui, votre problème en tant que planeur stratégique. Moi, je le sais par exemple qu'il y a pas mal de gens qui ont des profils sur Malte, qui sont seniors et qui ne sont pas, par exemple, valorisés à leur juste valeur. Des gens qui ont 15, 20 ans d'expérience, qui ont bossé sur des marques extraordinaires et qui se retrouvent dans des logiques de catalogue. Et pour peu que ces gens-là soient en plus sur des sujets qui ne sont pas spécialement brillants et clinquants avec des grosses copies créatives ou des choses comme ça, mais sur des sujets, par exemple, de longue haleine, d'évolution, de RP, par exemple, au final, leur place sur des catalogues est problématique puisqu'ils n'ont rien à montrer. Donc, il se pose aussi un sujet d'intermédiation. Si le problème, c'est de se raconter, c'est comment on se raconte quand on est un planeur stratégique, comment on met en avant ses points de force et ses points de faiblesse, comment on accède aux missions les plus intéressantes, et à la fin, comment effectivement on offre une relation entre des marques qui ont vraiment très besoin de ces profils-là et des profils qui aujourd'hui ne sont pas forcément valorisés à leur juste valeur et se confrontent à un marché qui est quand même très pléthorique sur la communication, encore plus au moment où tout le monde se fait virer des agences. Merci Thomas. Willem, je sens que tu vas devoir commencer ton cours, donc merci de ta contribution. Merci à vous. C'était super. Merci. Bonne fin de meeting, je regarderai l'enregistrement. Bon cours, bonne formation des prochains planeurs. Oui, Ouais. exactement. Au revoir. Pour faire suite à ce que dit Thomas, très très bien d'ailleurs, hein, il parle très très bien du planning. Merci. On a l'occasion, on a l'opportunité en fait de s'organiser entre planeurs stratégiques. Bon, on va au sens large. Et pour créer notre propre outil pour répondre à nos besoins. En France, il n'y a pas d'account planning group. C'est une particularité. Il y en a dans plein de pays, sauf en France. On pourra revenir sur le sujet. Et c'est peut-être justement une chance pour nous de nous organiser pour créer notre plateforme. Et il se passe d'ailleurs des choses assez intéressantes à ce sujet-là
donc à San Francisco. Et si tout va bien, je vais arriver à lancer la vidéo de Laure. Bonjour, je m'appelle Laure Thibault, je suis brand strategist depuis plus de 10 ans et freelance depuis 7 ans. Et je voulais partager avec vous mon expérience de la communauté ici à San Francisco. J'ai rejoint un groupe il y a maintenant 6 mois qui s'appelle Bay Area Strategists. Ce groupe a été créé par 3 femmes qui voulaient une plateforme entièrement dédiée aux stratégistes. Comment est-ce que ça se passe concrètement? C'est un groupe Slack où on échange principalement, en fait, toutes les missions et projets que l'on ne peut pas prendre pour que d'autres stratégistes de la Bay Area puissent le prendre. On échange aussi des outils et aussi tout article ou tendance que l'on trouve intéressant et qu'on aimerait partager avec la communauté. Et dernièrement, on se regroupe une fois par semaine. Et en fait, ces 3 femmes animent en fait soit des workshops ou font venir des intervenants ou nous forment sur un sujet. Aujourd'hui, par exemple, c'était sur le naming. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je dirais 3 choses. La première, c'est de me sentir supportée. Et si j'ai une problématique, lorsque je travaille indépendamment, je peux en discuter avec une communauté. Clairement, ça a développé mon réseau et j'ai eu beaucoup plus de missions depuis que j'ai rejoint le groupe. Et troisièmement, je suis formée et tout ça gratuitement puisque ce site-là, cette plateforme n'est pas monétisée. Voilà, j'espère que mon expérience vous donnera une image positive de la communauté et vous donnera peut-être envie de créer ça aussi en France. À très bientôt. Merci Laure, hein, qui donc est à San Francisco et avec le décalage horaire, elle ne peut pas être avec nous. Mais voilà, je pense que c'est un peu ça qu'on a en tête. Et donc, on peut faire une petite pause pour échanger entre nous là. Voilà. Comme disait Thomas, on a envie de savoir un peu quels sont vos besoins, comment ça résonne tout ça en vous. Du coup, merci d'ailleurs pour toutes ces initiatives et ces interventions. C'était très clair et très enrichissant. En fait, ce que je retiens, c'est qu'il y a effectivement plein d'idées. Alors, il y a vous avez déjà amorcé un certain nombre de besoins. Il y a une catégorie de besoins qui est plus dans la pédagogie et le mentoring. Il y a une catégorie de besoins qui est un peu plus dans le business et finalement le flux. Voilà. Et du coup, je me demande, moi, la question, parce que je trouve qu'elles sont toutes ces attentes, enfin, en tout cas, il y a déjà des blocs d'attente qui sont formulés, qui sont absolument légitimes et je pense qu'ils répondent. Enfin, je le vois évidemment, mon petit angle de vue, mais il me semble que chacun de ces pôles d'attente est légitime. La question, c'est comment les organiser en fait sur la plateforme. Et je trouvais même l'idée, pourquoi pas, hein, de faire pour avoir un peu de matériel, de poser la question via un questionnaire. Alors, de manière, voilà, pour amorcer le questionnaire, il y avait des types de demandes qui sont de l'ordre des attentes et puis après du salaire. En fait, du coup, il ne faut pas un peu bosser le questionnaire. Enfin, il faudrait soumettre un questionnaire où on hiérarchise un peu plus les questions et après, ça permettrait d'avoir un peu de matière, je me dis, parce que le projet de faire une plateforme pour les planeurs stratégiques est ambitieux, il me semble. Hein. Ce n'est pas un truc qui se fait en 15 jours, c'est ambitieux. Un travail qui se fait quand même un peu au long cours avec un partage et un collectif de compétences. Et du coup, oui, je trouve que sur tout ce qui a été dit là, il y a pas mal de trucs parce que c'est assez rapide finalement le tour du pourquoi. Tout est déjà plus ou moins dit là dans les interventions. Enfin, en tous les cas, le pourquoi est assez défini. Moi, je me pose la question maintenant, c'est derrière ces pourquoi, une fois qu'on a identifié quelques-uns, ce qui me semble être le cas, c'est comment. Et sur chaque point, comment on va faire. Toi, tu es en freelance maintenant, hein, Jean-Christophe, je crois. Maintenant, je suis en freelance, ouais.
Ce serait quoi ton besoin, si tu peux être un peu notre cobaye? Alors, en fait, mes besoins, du coup, ils correspondent à effectivement pas les besoins de salaire, je sais pas, fait pas partie du loop, hein, mais effectivement, les besoins d'échange, en tous les cas, de partage de connaissances et de mentoring, et dans une vision plutôt horizontale, ça, je trouve ça intéressant, ça peut constituer un besoin. Le feed, pour enfin nourrir le partenariat avec des entreprises ou avoir enfin un peu plus business, mais aussi c'est ce que Thomas disait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on ne soit pas simplement comme sur Malte sur un catalogue qui est il y a quelque part la plateforme, il y a une espèce de mise en relation des compétences qui semblent les plus justes par rapport aux enjeux ou aux problématiques posées. Donc ça, je trouve ça aussi, c'est un besoin en servant de cobaye qui me semble intéressant, des choses comme ça. Et je trouve très intéressant aussi cette idée en amont de tout ça. Mais ça, je pense que c'est un travail qui est en amont, c'est d'avoir fait une pédagogie de ce qu'est le planning avec le point de vue. C'est au-delà, il y a une partie qui est de la pédagogie, bon ça c'est juste le mettre en place, mais après au-delà de la pédagogie, il peut y avoir un point de vue du site Le Planeur sur en quoi il entend défendre, militer pour faire grandir les savoirs et l'expertise d'un planning stratégique. Au-delà de finalement ce que c'est. Je pense que c'est le step qui permettrait d'avoir un angle d'attaque qui n'est pas… Parce que oui, je suis d'accord, ça a été dit par une intervenante dans les planeurs stratégiques, il y a un côté comme ça très polymorphe, avec des frontières qui sont assez poreuses, et un peu de pédagogie très simple, et derrière un point de vue qui permettrait d'ouvrir des angles d'attaque. Mais ça, c'est juste pour avoir un plan de com pour séduire des entreprises. D'accord, merci Jean-Christophe. Je remonte quand même une slide qui était… Non, on va attendre. On va attendre. Si vous voulez, j'arrête le partage, comme ça on se voit tous, comme ça. C'est peut-être plus sympa pour l'instant. D'autres réactions? Dans ce qu'évoquait Eric, on peut porter la voix un peu plus fort de la communauté métier qu'on constitue, mais on regarde de ce qu'on disait précédemment, quand même aussi auprès des entreprises, parce que, je sais pas, moi, j'ai peut-être beaucoup de chance, je rencontre souvent des planeurs qui sont plutôt des gens très brillants, très bons, avec des méthodes différentes, des approches différentes, mais le point auquel on est quand même toujours confronté, en revanche, c'est les différentes perceptions de ce qu'est ce métier. Et ce que je trouverais assez osé en portant, en portant la voix et de nouveaux regards sur ce qu'est ce métier, ce qu'est sa valeur auprès des agences comme des entreprises, c'est aussi que ça va à l'encontre de quelque chose qui me semble très installé, l'espèce de secret que les agences en particulier ont autour de leurs planeurs. On ne veut pas trop afficher nos planeurs, on ne veut pas trop dire… parce qu'ils ont en même temps, pour les agences en tout cas qui ont des planeurs, ils ont un peu peur ils ont quand même conscience que c'est des talents dont ils ont besoin, ils ont un peu peur de se les faire piquer, puisqu'on est aussi une sorte de marché un peu pénurique, il n'y a pas énormément il n'y a pas foisonnement de postes, alors qu'il y a quand même beaucoup de boulot sur notre partie du travail. Donc, c'est intéressant de pouvoir apporter ce décloisonnement aussi. Il n'y a pas de secret de planeur, en fait. Et dans nos pratiques au quotidien, et je pense les relations qu'on peut avoir avec des homologues dans d'autres boîtes ou freelance, on n'a pas de secret entre nous. Au contraire, on se partage tout le temps des bonnes pratiques, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui reste encore très entre nous, qui n'a pas l'air d'être perçu par les gens pour lesquels on travaille. Merci. Il y a Florence qui, je ne sais pas si elle veut s'exprimer. En tout cas, elle a laissé un petit message dans le chat que vous pouvez lire. Non, je disais tout simplement qu'effectivement, selon le secteur où l'on est, où l'on travaille, le planeur, il est complètement vu d'une façon différente et il a des missions différentes. Et on n'a pas accès, un planeur stratégique ne fera pas forcément les mêmes choses dans l'événementiel qu'un planeur en pub.
Et je pense qu'il est important de montrer quelles sont ces activités, ces larges activités pour toucher différents secteurs et dire qu'on ne fait pas que telle ou telle mission, que notre panel est beaucoup plus large. C'est juste dans ce sens-là. Qu'est-ce qui nous réunit au final? Si effectivement il y a autant de personnes que de planeurs et que... Le bon sens. Au bon sens. Non, alors, ah oui, pardon, j'ai pas ma caméra. Hop, je ne sais plus qui parlait de secret de planeur, mais moi j'ai l'impression un peu quand on échange avec d'autres planeurs ou quand on est interrogé en tant que planeur qu'il n'y a pas une expertise. Par exemple, on n'est pas capable de fabriquer un site internet ou on n'a pas le génie créatif de faire un film publicitaire ou autre. C'est vraiment principalement du bon sens et des méthodes. Et après, effectivement, je crois que Florence, c'est toi qui disais ça, il y a 1001 formes de planning. Moi, je sais que par exemple, j'ai fait un peu de design thinking et depuis, ma façon de travailler le planning strat a vraiment beaucoup changé. Et puis, il y a du planning très créatif et puis il y a du planning très autour de la mécanique. En fait, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais quand on est sur une plateforme comme Malte, on est tellement écrasé parmi 1001 autres spécialités qui paraissent beaucoup plus concrètes et héroïstes que la nôtre, que c'est un peu difficile de faire entrevoir les nuances et les variétés et les richesses du planning strat. Et je pense qu'une plateforme dédiée à ça montrera que c'est en fait un monde en soi où on peut faire plein de choses. On peut vraiment travailler avec les UX, avec les créas. Il y a plein de méthodes, plein d'implications différentes et elles sont difficiles à exprimer quand la plateforme... Vraiment, je trouve que Malte, c'est très difficile pour ça. On est très écrasé par plein d'autres choses. Et puis après aussi, vous citiez Acracy et Malte, je trouve que c'est aussi deux exemples où Acracy, c'est une approche qui est très qualitative. Il y a toujours un suivi. Quand on n'est pas retenu, on vous explique pourquoi, etc. Enfin, ça passe par l'intermédiaire de l'agence, c'est très sérieux. Versus un Malte où on peut envoyer une méthodologie, un devis, quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps et ne plus jamais entendre parler du client derrière. Donc, je ne sais pas quel est le ressenti des autres dessus, mais Malte, je trouve que c'est une plateforme où on a très peur de perdre du temps. On n'est pas très considéré et où en plus, le côté qualitatif de l'approche n'est pas du tout au rendez-vous, quoi. Je peux me permettre de rebondir. Du coup, moi, je suis freelance depuis 6 ans. J'étais en agence avant. En fait, pour moi, il y a deux choses. C'est-à-dire que le métier de planeur stratégique est connu effectivement du monde des agences et des startups qui font des recherches notamment sur ce qu'est une plateforme de marque, etc. Et du coup, qui connaissent ce métier. Mais moi, j'ai beaucoup de clients qui sont des startups ou des PME, ou voire des TPE et des indépendants qui ne connaissent pas le métier. Et dans ces cas-là, en fait, sur Malte, moi, j'arrive à me démarquer, mais sans qu'ils connaissent le métier, sans parler du métier, en fait. Donc, en gros, les gens vont taper, je sais pas, besoin de structuration de la stratégie de marque, création de nom ou n'importe quoi qui est plus une finalité. Et en fait, vont me demander d'apporter une méthode pour répondre à leur objectif. Et je vais peut-être jamais citer le nom du métier, en fait. Et je vais juste apporter une méthodologie qui, en fait, effectivement, est issue du planning, en expliquant d'où je suis issue, effectivement, en expliquant quand même que je viens du monde de l'agence, etc. Et en expliquant à quoi ça sert d'analyser les tendances, de faire une plateforme de marque et autres, mais sans jamais citer le nom du métier. Oui, tu rentres par le livrable, presque. Oui, c'est ça. Et par contre, effectivement, quand en face, j'ai des gens qui connaissent, c'est une autre approche. Mais du coup, sur Malte, en tant que planeur strat, à proprement parler, sans que personne ne connaisse, c'est hyper dur de se démarquer, c'est sûr. Mais en tout cas, de plus en plus, moi, j'ai des missions avec des startups là-dessus. Je voulais aussi rebondir sur les objectifs qu'on aurait. Pour moi, il y en a deux. Il y a quand même le côté interne, moi, qui m'intéresse. Du coup, on est quelques-uns là du petit groupe que j'ai créé parce que je les connaissais tout simplement et j'avais besoin d'échanger, moi, parce que ce n'était pas mon cas. En tant que freelance, du coup, j'avais vraiment pas trop l'occasion d'échanger avec d'autres planeurs stratégiques. Et du coup, donc, voilà, il y a Xavier et Alexander notamment qui sont là, avec qui on échange régulièrement. Et plus on échange, plus on se rend compte qu'on a des problématiques communes et qu'on peut y répondre, notamment grâce au co-développement. Qu'en plus on a des approches et des visions différentes sur des sujets d'actualité notamment, donc on commence à en débattre, etc. Donc pour moi, en fait, je trouve que le côté interne aussi est vraiment super important
structurer les échanges entre nous, s'apporter mutuellement des inspirations issues de nos veilles et des visions différentes des choses aussi, des sujets d'actualité, je trouve ça vraiment intéressant. Et après, le côté extérieur, où là, pour le coup, avec eux, on s'est effectivement posé cette question-là en se disant c'est hyper riche ce qu'on échange entre nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose à l'extérieur? Donc, pour l'instant, ce n'est pas du tout clair dans notre tête et pas du tout structuré. Mais il y a sûrement effectivement une manière de transmettre ces échanges-là à l'extérieur pour faire comprendre l'intérêt de travailler sur ces sujets-là en amont de toute communication, parce que c'est un peu l'objet le but de notre travail, c'est aussi de donner du sens et de montrer aux entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur, qu'en amont, il faut bien réfléchir à tout ça. Du coup, pour nous, il y a deux choses, c'est ça, l'externe et l'interne, et je pense qu'on peut travailler dessus. Et je ne savais pas que tout ça existait, notamment aux États-Unis, et du coup, j'ai été super intéressée là, de savoir comment ils travaillent. Et Slack, effectivement, je l'utilise beaucoup dans un collectif dans lequel je suis, et je trouve que Slack est super efficace et riche pour échanger sur ces sujets. Merci. Je vous propose juste de continuer un petit peu et on va refaire une pause dans 5-10 minutes. Donc, je voulais vous parler un petit peu plus en détail de ce qu'on imagine faire avec vous au niveau du projet. Donc, il faut que je repartage les slides. Donc, on est bien sur ce qui a été dit, une plateforme de mise en relation avec des freelances, une communauté pour s'entraider et des outils et des formations. Un petit peu la combinaison des trois serait top. Donc, on a parlé effectivement du rôle du planeur qui évolue, avec cette notion qu'il réunit des expertises différentes autour des marques, que nous, notre mission, ce serait de réunir ces planeurs stratégiques au sein d'une communauté. En termes de services, je viens de le dire, et ça serait intéressant que ce soit des planeurs qui suivent un petit peu tout ça en termes de qualité, en termes de méthode, en termes de relationnel, en termes de formation aussi. Donc, une petite dynamique entre un réseau, du boulot et des méthodos. C'est un peu ça notre nouvelle routine. En termes d'idées créatives, cette idée du planeur en papier, vous l'avez vu dans la communication, on serait un peu parti dans cette piste-là. Voilà. Avec des fois peut-être un petit peu être dans la dérision. Pendant que d'autres jouent au baby-foot, nous construisons des avions en papier qui volent loin. Ça me fait penser à Julie. Et je voulais parler un peu de business économique, juste avant de repartir dans une session de libre-échange. Thomas ? Il faut le micro, Thomas. Apparemment, Thomas a un problème de micro. Attends. Ça y est, on t'entend. Si, c'est bon. Super. Donc, ouais, non, ce que je disais, c'est que c'est intéressant parce qu'au final, les points qu'on avait identifiés sont remontés de façon assez limpide. En vrai, il y a plusieurs façons d'adresser le sujet. On voit que le marché se cherche actuellement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu une plateforme qui se lance toutes les semaines. Faut quand même l'avouer. On a des gens comme Create, comme You Love Words, comme justement, comme des agences d'anciens créatifs, par exemple Oiseau, l'agence de Marie-Pierre Benita, ex-BBDO, qui a monté Marystone. On a des Upwork, des Malte qui sont plus sur de l'intermédiation. On a effectivement des Upper Lake et on a des modèles américains qui commencent à émerger également de l'autre côté de l'Atlantique. Et la question qu'on pose ouvertement, en fait, parce qu'en réalité, c'est là le sujet qui est adressé, la façon dont l'adresse Jérémy et la communauté planning, c'est
presque plus une approche servicielle, c'est-à-dire au service d'une communauté, plutôt qu'une approche de vente. Et légitimement, on peut poser en fait tous les modèles à partir de ce moment-là. Donc le premier, ça peut être une plateforme de sourcing des planners strat, donc avec un angle qui serait justement prendre le contre-pied d'un Malt ou d'un Upwork ou demain d'un LinkedIn Marketplace qui serait d'une plateforme dédiée au planning strat, donc avec effectivement un enjeu de valorisation des profils qu'il y a dedans, donc créer des différences avec d'autres plateformes plus généralistes et ainsi de suite, justement une valorisation de ces profils-là qui sont noyés. Et d'ailleurs, je notais assidûment ce que disaient Mathilde et Amandine. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une approche, notamment par le livrable. Et ça, ce serait intéressant de voir effectivement ce qu'en pensent les annonceurs. Est-ce qu'il y a un vrai sujet de rentrer par le livrable ou est-ce qu'on peut parler de planning frontalement? Parce que ça, c'est une approche très auto-centrée. Est-ce que finalement, ça intéresse les gens d'entendre parler du planning? Est-ce qu'ils n'ont pas envie plutôt de consommer ce que font les planeurs? Et ça serait intéressant de le voir. Donc, le deuxième angle, ce serait justement une plateforme de production qui serait 100% planning stratégique, donc qui s'orienterait vers une logique plus de fabrique d'idées sur des modèles comme ceux de You Love Words, de Creads, où on rentre finalement par un besoin qui est très qualifié. Ça peut être de l'étude conso, ça peut être une plateforme de marque, une refonte d'univers de communication et ainsi de suite. Donc avec des mots derrière. Donc on n'est pas tant en train de vendre le planeur, mais ce qu'il fait. Il y a une autre voie qui est celle d'aller se confronter à des gens qui aujourd'hui trustent la droite de Dieu chez l'annonceur, c'est les Accenture, les Cap, qui rentrent par des volets notamment digitaux pour ensuite accompagner des marques, et c'est là que le bas blesse, des marques sur leur stratégie long terme, alors qu'eux sont aussi, comme les agences, dans des postures de vente, puisque derrière eux, leur sujet est davantage de placer en fait des systèmes et des choses qui ont déjà été déployées sur d'autres marques à d'autres marques. Et ça, finalement, nivelle le côté tailor-made, sur mesure du planner strat. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une place justement pour du cabinet en stratégie de marque et pas uniquement en stratégie industrielle, par exemple, et donc quelque chose qui soit presque agnostique, en fait, avec une logique vraiment de pur consulting qui pourrait s'appuyer sur d'autres structures, mais sans ce biais qui est celui des agences, c'est vendre finalement ce qu'on a à demeure. Or, moi, on m'a appris depuis que je suis tout petit dans la com, c'est que le planner strat, normalement, lui, il travaille avec tous les moyens possibles, pas avec les moyens dont sa boîte dispose. Donc là, ça pourrait être intéressant. L'autre volet, et là on dérive vers des choses un peu moins marchandes, mais ça pourrait être une forme de corporation en fait, du planning stratégique, donc qui pourrait avoir des extensions à dire un peu plus appliquées, c'est-à-dire offrir un accès justement aux membres de la corporation, un peu comme ce que fait la ACC, avec des logiques peut-être plus mécanisées justement d'un accès, un annuaire de gens estampillés, presque un syndicat du planning stratégique qui pose des questions de qui peut y rentrer, qui a le droit d'y rentrer, comment se passe la sélection et qu'est-ce qui lie en fait justement tous ces profils dont on voit qu'ils peuvent être très différents. Et le dernier point, qui est une approche presque un peu plus média, c'est le hub du planning stratégique. Donc là, une approche qui pourrait être vraiment presque une approche contenue, communautaire, donc un peu moins dans des mécaniques d'intermédiation comme la première, par exemple, mais beaucoup plus dans le côté communautaire, ce qui n'empêcherait pas pour autant d'offrir des ponts et des accès à la communauté, pourquoi pas de rédacteurs, d'émetteurs de contenu. Donc ça, c'est des questions ouvertes, il y a des points d'interrogation, et ce n'est pas étonnant, c'est qu'aujourd'hui, sur un marché qui est quand même en train de se chercher, où il y a pas mal de gens qui essayent de lancer leur propre plateforme, et des annonceurs qui sont quand même en train de changer beaucoup de mode de consommation de toutes ces ressources-là. Bon, déjà, ils sont plus dans le snacking. Il y en a beaucoup qui passent à l'in-housing.
un certain nombre qui passent justement sur des logiques de plateforme, mais en tout cas, tous sont obligés de démultiplier leur source de talent. Donc, quid justement du planeur stratégique? Est-ce qu'il fait partie d'un ensemble qui est l'agence ou le livrable, ou est-ce qu'il a une place à vivre tout seul? Et comment on pourrait raconter ces histoires-là pour toucher à la fois le planeur, mais également celui qui le consomme? Parce que le planeur est un produit. Merci, dis donc, ça nous lance, hein. On va prendre le temps de bien réfléchir à tout ça, mais j'ai l'impression que toutes les formes possibles ont été évoquées. Peut-être qu'il en manque. Je vous propose peut-être une réaction pendant que c'est encore filmé et je coupe l'enregistrement, comme ça on pourra être libre d'échanger. Bon, donc je coupe l'enregistrement.